Normalement, messieurs, là où justement on prend le café à Genspot, j'espère que vous avez servi un café avant de démarrer. Bien sûr. Voilà, je suis ravi en tout cas de vous avoir pour parler de cette séquence souveraineté, mais également sécurité. Donc aujourd'hui, justement, Julien Levrard qui est CISO d'OVH Cloud. Bonjour. Bonjour Julien, et Paul qui est notre CTO. Bonjour. Cofondateur, CTO, directeur technique. Et alors, CISO, alors qu'est-ce que c'est donc que c'est CISO ? Alors, CISO, ça veut dire Chief Information Security Officer. Et en gros, c'est la responsabilité de la sécurité du système d'information. Donc, protéger le système d'information d'OVH Cloud et tous les produits par extension face à toutes les menaces d'origine cyber, donc globalement d'origine malveillante. Et des menaces, il y en a. Voilà. OVH Cloud, bon, bien connu, numéro 1 du cloud européen, on peut le dire. Alors oui, au niveau européen, on est les plus gros. On opère environ 400 000 machines physiques, on est un peu moins de 3 000 collaborateurs, et on a plus d'1 600 000 clients. Bon. Et alors moi, j'étais allé lors de l'inauguration de le dernier data center, et j'étais vraiment impressionné. Parce que c'est là où on voit ce que c'est que l'industrie, avec ces machines qui sont en rack, avec ce système de refroidissement. Vous avez aussi... Alors, c'est une belle transition, parce qu'on a parlé circuit court, souveraineté, avec Olivier Forcet juste avant, mais on a également parlé du fait que, par exemple, OVH Cloud, sur la partie, ce qu'on appelle le PUE, l'empreinte carbone en tant que telle, vous étiez assez exemplaire. Alors oui, effectivement, alors je suis pas l'expert du sujet, mais non, mais effectivement, on a un PUE à 1,09, en tout cas sur certaines gammes de serveurs et en particulier les plus récentes, ce qui est un record dans l'industrie. Enfin, on est parmi les meilleurs, si ce n'est les meilleurs au monde sur ce sujet-là à cette échelle. Dire, parce que combien de fois on en renvoie toujours avec nos amis hyperscalers, ils seraient toujours les meilleurs, mais non, il y a des choses qu'on fait en Europe et en France où on est largement plus performant. Il y a d'ailleurs une étude là qui est sortie, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir sur ce sujet. Alors, moi je voulais revenir sur cette question justement souveraineté et sécurité à travers un angle d'une étude qu'on a réalisée à Genspot avec l'Institut Paul Roll, dans lequel on a questionné en fait les décideurs, pas que DSI, pas que informatique, mais plus généralement les décideurs dans les entreprises, autour de ces questions de souveraineté pour les outils collaboratifs. Et c'était hyper intéressant parce que ce qu'en est ressorti, donc on va pouvoir projeter là pour nos auditeurs, il y a quand même 90% des gens qui connaissent la souveraineté. Il y en a 50% qui disent très bien savoir ce que c'est, sachant que c'est un thème un peu compliqué, on pourrait y revenir, mais en tout cas une bonne connaissance. Plus intéressant, 83%, la deuxième, considèrent que c'est important. Et il y en a 31% qui pensent que c'est très important. Donc, sujet quand même qui est en train de monter. Et puis, troisième point, et alors là, ça m'amène aussi pourquoi j'ai souhaité vous avoir sur cette table ronde et non pas des gens qui parlent de souveraineté comme d'habitude, de manière un peu générale ou politique. C'est 57%, les raisons principales, c'est d'abord et avant tout pour protéger les données des entreprises. Et ça, qui s'occupe de protéger les données des entreprises ? C'est effectivement la question de la sécurité. Donc toi, dans ton rôle, si on reprend cet axe souveraineté-sécurité, pourquoi c'est important ? Quel contour ton job à travers ça pour OVH ? Alors, la souveraineté, c'est une notion qui normalement gère au niveau d'un État. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on dérive cette notion dans le contexte de l'IT. Aujourd'hui, on est dans un monde où l'IT se mondialise. On utilise les mêmes technologies en Asie, en Amérique, etc. Sauf qu'on n'a pas du tout ni les mêmes enjeux stratégiques, ni les mêmes contraintes, ni même la même culture sur un certain nombre de sujets. Du coup, ça veut dire qu'on doit adapter ces technologies qui sont les mêmes pour répondre localement à des valeurs, à des objectifs business, à des objectifs stratégiques qui sont pour nous les objectifs européens. La protection de la vie privée, protéger nos entreprises, être dans un contexte légal qui est celui qui est décidé par nos députés français et européens et pas américains, etc. C'est tout un ensemble de faits qu'il faut qu'on adapte des produits qui sont utilisables n'importe où à notre culture et à notre contexte local. Et du coup, la souveraineté, ça consiste à permettre d'opérer ces systèmes d'information dans un contexte qui est maîtrisé et qui ne dépend pas d'acteurs tiers. Donc ça, c'est par la définition effectivement de la souveraineté. Paul, toi, par rapport à ça, parce que nous, on est effectivement, Genspot, on est très souverain, ça fait partie, on est multi-cloud, mais que sur des clouds souverains. Comment tu prends ça, toi, dans ton rôle de directeur technique, à travers justement toute la logique qui est celle justement de nos infrastructures, en particulier sur le cloud ? Alors nous,
on a fait le choix de la proximité d'abord, et donc ça rejoint cette souveraineté et cette envie de sécurité. Donc la proximité, c'était autant pour nous en tant qu'entreprise, parce que ça permet d'avoir les techniciens et dans lequel on peut échanger, et mieux se comprendre, etc. Mais c'était aussi pour nos clients, pour que les données soient hébergées sur des systèmes qui soient soumis aux mêmes lois auxquelles ils s'attendent, et qui, donc, de ce que tu disais, c'est d'avoir justement ce corpus de lois, de règlements qui s'appliquent de façon sans avoir à y penser, et sans avoir à trop se préoccuper de ce qui pourrait se passer au moment où on sauvegarde les données sur nos hébergements. Oui, c'est-à-dire que nous, on est très très sensible à l'idée de sauvegarder en Europe. Est-ce que c'est beaucoup de contraintes d'être obligé de se dire ah oui, il faut choisir cette logique de souveraineté et de... Oh ben nous, on trouve, en tout cas chez les différents hébergeurs, on trouve les solutions auxquelles on veut, pour les problèmes auxquels on veut répondre. Donc c'est pas tant une contrainte que ça. C'est plutôt après un choix. On pourrait aller ailleurs. Effectivement, on peut avoir plus d'offres, mais aujourd'hui, on a largement de quoi répondre à nos besoins. Parce que ça, c'est souvent ce qu'on dit, c'est ah là là, il n'y a pas effectivement la souveraineté, c'est bien joli, mais on n'a pas les outils, sont pas disponibles, etc. Nous, en tant que, nous, on gère plus de 400 000 utilisateurs au quotidien, hein, pour rappeler à nos auditeurs. On trouve effectivement avec OVH par exemple, et puis nos autres amis cloudistes, ce qu'il faut pour ça. Oui, c'est ça. Et puis OVH, c'est un exemple avec depuis le temps où on les suit, où ils nous suivent entre guillemets. Donc ils regardent autant nos besoins, et on peut faire partie de programmes bêta dans lesquels on peut orienter, donner nos retours et dire voilà, non, ça on va pas pouvoir utiliser comme ci ou comme ça. Et donc on est partie prenante aussi des choix que après OVH fait. On n'est pas les seuls clients évidemment, ils en ont combien là à plus d'1 million, c'est ça? 600 000. Et oui, ça fait de la masse. Alors justement, pour avoir 1 million de clients, qu'est-ce qui fait la magic sauce d'OVH Cloud en termes de sécurité et de proposition de valeur aujourd'hui? Alors, effectivement, quand on a 400 000 machines, plus d'1 million de clients, on a besoin d'une secret sauce qui est l'industrialisation, et elle ne peut venir que quand on a du volume. Du coup, c'est un cercle vertueux si on le prend dans le bon sens au début. La secret sauce, elle vient d'une industrialisation à l'extrême, et d'une compréhension extrêmement forte du fonctionnement des technologies. Globalement, tu as dit tout à l'heure que tu avais visité un data center et que ça permettait de comprendre le modèle industriel d'OVH. Ouais. En fait, il faut adapter ce que tu as vu physiquement dans le data center à ce qu'on fait quand on décortique les systèmes d'information, les technologies qu'on va utiliser, jusqu'à en maîtriser les comportements les plus improbables. C'est un truc important. On a 1 600 000 clients, encore une fois, je le rappelle. Ça veut dire que tout ce qui peut arriver arrive. En termes d'analyse de risque, tous les cas C'est tordus... la loi de Murphy, ça. Mais oui, c'est la ça. fameuse loi de Murphy. C'est celle-là. Tous les cas tordus se produisent. Et du coup, on doit en anticiper un maximum. Et puis après, on va lancer nos produits, les faire monter en échelle progressivement. Et tous les cas vont se produire, et on va apprendre à les traiter, à les gérer, et à intégrer tout ça dans des systèmes d'auto-healing, de gestion automatique, et ce qui va permettre d'améliorer la fiabilité par l'automatisation et l'industrialisation. Oui, donc effectivement, le mot industrie revient souvent, hein, derrière ces questions-là, pour justement passer une échelle, que ce soit également sur la sécurité. Alors si on regarde, il y a une deuxième, dans l'analyse Paul Roll, hein, il y avait deux choses qui sortaient aussi, c'était quels étaient les outils à sécuriser et les plus souverains, les plus utilisés, les plus souverains. Messagerie, visio, bureautique, intranet. Ça, c'est les plus utilisés. On va rester là-dessus déjà. Hein, parce que le souhait d'être le plus souverain, c'était l'intranet. Intéressant d'ailleurs de voir l'inversion. La messagerie étant un peu derrière, parce que aussi elle est souvent non souveraine, comme on le sait. Paul, du coup, par rapport à ça, en termes de sécurisation, qu'est-ce qu'il y a comme spécificité du collaboratif en termes de sécurité des données? Alors il y a déjà la sécurité, il y a les aspects donc hébergement, stockage, etc. Mais il y a aussi les aspects gouvernance. Et donc c'est aussi de proposer des outils qui correspondent bien aux attentes de la gouvernance, parce que justement on est dans des outils collaboratifs où on n'est pas tout seul à se préoccuper soi-même de ces données. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on puisse les partager avec les personnes
qu'on attend, pour lesquels on attend de les partager, pas plus loin, pas non plus pas moins loin. Donc il faut que ce soit gérable. Et donc ça, c'est déjà le premier niveau de ce qu'on essaie de donner dans nos outils. C'est-à-dire que la gouvernance soit compréhensible, qu'elle soit gérable, parce qu'on arrive vite dans des situations compliquées. Oui, c'est-à-dire que la sécurité, c'est d'abord la sécurité. On dit souvent d'ailleurs, entre le clavier et il y a une personne, c'est que effectivement, c'est comment les gens gèrent leur propre sécurité de données, à qui donne accès. Ça, c'est le premier point. Et en termes, justement, si on regarde de manière plus générale, en termes de système d'information, est-ce que sur les aspects collaboratifs, tout ce qui est visio-bureautique, il y a des spécificités par rapport à d'autres produits en termes de sécurité, ou finalement, comme on dit, c'est les tuyaux, ce qu'il faut, c'est vérifier que ce soit sécurisé? Alors, évidemment, nous, notre rôle, c'est de sécuriser plutôt les infras sous-jacentes. On est assez peu présent sur les couches SaaS, même si on a quelques produits. Du coup, effectivement, nous, on a un rôle très important sur sécuriser les couches basses. Nos clients et partenaires ont une responsabilité pour sécuriser les couches applicatives, les couches SaaS. Nous, notre rôle, un rôle qui est vraiment extrêmement important, c'est de s'assurer que la frontière entre les deux est extrêmement claire. Oui. Et ça, c'est vraiment fondamental. Et d'ailleurs, les mécanismes de certification ou tous les mécanismes, les frameworks de sécurité insistent très fortement sur le fait que cette interface entre nous et nos clients doit être limpide, et notre client doit savoir ce qu'on fait, mais il doit aussi savoir ce qu'on ne fait pas, pour lui couvrir ses risques avec soit des options ou des produits qu'on va lui proposer nous, soit avec des alternatives, d'autres outils, soit qu'il va développer lui-même ou qu'il va trouver sur le marché. Mais c'est vraiment important d'avoir une frontière extrêmement claire, parce que dès qu'il y a du flou, en fait, on crée un risque de sécurité. C'est le fameux ballon, il est envoyé, il y en a deux qui doivent, c'est toi, c'est à moi, et bing, voilà. Donc, c'est ça. Bon, c'est le thème, hein. Ça a été lancé la Coupe du Monde, donc je parle un peu de sport, même si je connais pas grand-chose. C'est vrai que dans les limites, par exemple, qu'on a pu trouver avec OVH, on a des clients qui avaient des exigences de sécurité sur la vie des données une fois qu'elles sont effacées, par exemple, qu'on pouvait pas, et donc c'était très clair que dans les contrats d'OVH, on savait que c'était limité pour ça. Nous, on ne pouvait pas s'assurer de où allaient partir les données, puisque c'était pas nous qui étions en charge de ça. Et donc, on était obligé effectivement d'appliquer en tant qu'opérateur SaaS un certain nombre d'opérations avant même de stocker les données chez OVH, pour être sûr de se conformer à ce que le client attendait. Donc, c'est vrai que bien connaître les limites et ce que fait le fournisseur, pour nous, c'est très très important. Oui, mais d'où la question de la proximité dont tu disais tout à l'heure, et que nos deux sociétés vivent depuis des dizaines d'années maintenant. Ça fait, oui, voilà. Alors justement, il s'est passé plein de choses. Alors l'autre fois, je crois que Michel Paulin, le patron d'OVH, disait, je crois qu'on est celui qui a vraiment le plus de certifications. Et alors, il y avait un nombre de macarons incroyables. Donc on va pas tous les citer, les ISO 27001, les trucs européens, etc. Mais on va faire un petit zoom sur un qui est le fameux SecNumCloud, parce que celui-là, il est un peu d'actualité. Donc je ne sais pas si on peut voir toujours dans l'étude Paul Roll, on a posé la question si finalement les décideurs connaissaient les différentes normes. Bon, alors RGPD est très très connu, hein, plus de 70%. Enfin vraiment, là on voit qu'il y a eu un grand travail sur la question des données personnelles de cette loi qui est venue par l'Europe. Mais alors SecNumCloud, hein, qui est connu qu'à 26%, ce qui est vraiment peu pour le coup, mais c'est normal, c'est une nouvelle norme, c'est aussi, ça touche aussi plutôt l'État et pas le reste du monde, alors que nous, l'étude, elle était un peu transversale. Mais dans l'étude, les gens d'ailleurs du service public n'étaient pas plus au courant que les autres. C'est intéressant de voir que c'était proportionnel. Alors, parlons de SecNumCloud. Alors, pourquoi il y a SecNumCloud à quoi veut répondre SecNumCloud parce que je sais que vous êtes évidemment dans la trajectoire. Et où est-ce que vous en êtes? Voilà, c'était un peu ça la question initiale sur SecNumCloud. Alors, SecNumCloud, c'est un visa de sécurité, donc c'est une garantie qui est apportée par un tiers de confiance, qui est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, donc l'ANSI, une agence qui est rattachée au Premier ministre, qui va, par un mécanisme un peu compliqué, qu'on va peut-être pas discuter ici, mais obtenir des garanties et tamponner qu'une offre répond aux exigences de l'administration pour les différentes administrations. Du coup, c'est un label, c'est un visa qui s'appuie sur un audit extrêmement approfondi et un référentiel très détaillé qui, globalement, dit, pour faire un service de cloud qui est conforme pour être utilisé par l'administration ou par les entreprises sensibles sur le sol français et européen, il faut respecter ces exigences-là et il faut passer par la moulinette d'un audit très approfondi et d'une revue de l'ANSI qui, à la fin, va donner un visa. Oui, quand on dit approfondi, c'est parce que, par exemple,
les cycles pour devenir Secnum Cloud, ça ne se fait pas en quelques jours ni en quelques semaines, c'est plutôt en Alors, combien de temps pour Secnum Cloud? Vous avez mis combien de temps pour devenir Secnum Cloud, par exemple? Alors, le projet, à partir du moment où la décision a été prise de manière irrémédiable, parce qu'avant, il y a toute une phase où on se pose la Et question, on y est-ce va, qu'on on y y va va, pas. ça coûte combien, etc. Du coup, il y a des itérations pour prendre la décision, mais à partir du moment où on décide d'y aller et que c'est décidé, c'est un chemin qui dure au moins 2 ans et demi. Au moins. Voilà, on est d'accord que dans le temps qui nous occupe, le temps du digital, où moi je dis souvent, moi je compte en années chien, hein, le web, hein, je multiplie tout par 7. Donc 2 ans et demi, on est entre 15 et 20 ans. Donc non, mais c'est intéressant de savoir on s'engage sur, c'est presque voilà, le passage de naissance à l'âge adulte. Donc c'est effectivement, on voit bien que Secnum Cloud, c'est une petite montagne. Je crois qu'aujourd'hui d'ailleurs, il y a les hébergeurs qui sont Secnum Cloud, il y a donc vous, OVH Cloud, il y a Outscale qui a également le label. Il y a Cloud Temple, je crois aussi, hein, Ouais, c'est tout récent, ouais, ça fait voilà, qui l'ont obtenu. quelques mois. Voilà. Et oui, il y a eu Worldline aussi. Après, alors nous on a intégré à l'intérieur de nos objectifs Secnum Cloud un prérequis extrêmement fort que les autres ont plus ou moins intégré, qui était de proposer un service le plus proche possible du service standard, c'est-à-dire en termes de fonctionnalité, en termes d'usage par les clients. On voulait que l'expérience d'un cloud Secnum Cloud soit équivalent à son pendant commercial non Secnum Cloud. On voulait qu'un client puisse consommer du non Secnum Cloud pour ses besoins non souverains, avec tous les avantages que ça a, notamment en termes de coûts, et la possibilité d'opérer des instances, d'opérer certaines parties de ces services dans un contexte Secnum Cloud. Ça, c'est quelque chose d'hyper dimensionnant. Faire une plateforme Secnum Cloud unique, unitaire, qu'on va monter et qu'on va opérer comme un système d'information, c'est difficile, il y a plein d'exigences, c'est compliqué. Là, on voulait vraiment que ça soit un produit cloud avec toutes les qualités du cloud, l'élasticité, la capacité à scaler, la capacité à gérer de manière complètement industrielle avec les mêmes primitifs que nos produits standards. Et c'est vraiment ça qui a été compliqué dans le projet. Après, chaque opérateur a sa complexité en fonction des objectifs qu'il vise. Mais en tout cas, nous, c'était celle-là. Et aussi, passer d'opérations d'administration qui étaient sur nos produits standards opérés entre la France et le Canada sur une plaque uniquement France. Évidemment, ça nécessite un petit peu d'organisation. Un petit peu de réorganisation sur la route. Et alors du coup, alors, il y a des gros mouvements aujourd'hui de clients qui viennent sur Secnum Cloud. C'est quoi à peu près la tendance Alors, on a plusieurs dizaines de clients, j'ai pas le chiffre précis en tête, on est un petit peu, sur plusieurs dizaines de clients sur le sujet. On a plusieurs typologies de clients, on a des administrations qui testent, du coup des équipes techniques dans les administrations qui prennent des instances pour tester la solution. On a des gros ESN qui utilisent ces plateformes-là pour opérer des projets, donc qui répondent à des appels d'offres pour des administrations et qui prennent ces plateformes-là pour héberger les projets qu'ils réalisent. Donc on ne sait pas exactement à quoi ça sert, puisque nous on est juste sous-traitant d'infrastructure. Et après le dernier, c'est des opérateurs de solutions SaaS qui vont instancier une partie de leurs produits et de leurs solutions sur nos plateformes pour pouvoir dire que leur solution est hébergée dans un contexte souverain. Donc c'est les trois grands clients. Après, il y a des exceptions, évidemment, oui, mais de les toute grandes façon, masses. la question est de savoir après, est-ce que ça ira au-delà du secteur public? Comment est-ce que la norme européenne également a atterrir avec ça? Enfin, il y a des grands sujets derrière ça. On sera à l'occasion de revenir peut-être sur Avec d'autres plaisir. podcasts, parce que je pense que le monde de la sécurité... Alors justement, le monde de la sécurité, il est en pleine évolution. Si on parle un petit peu des menaces, aujourd'hui, c'est quoi les menaces les plus importantes Julien, puis ensuite Paul, là-dessus, on pourrait peut-être parler un petit peu de ce qu'on a, nous aussi, comme gestion de risque. Alors, une des grosses menaces, même si, alors là, pour faire le tour complet, il faudrait plusieurs heures, mais une des grosses menaces aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les supply chain attacks, où un groupe d'attaquants, que ce soit du criminel, soit du renseignement, va attaquer une cible en passant par ses sous-traitants et ses fournisseurs. Et du coup, attaquer un opérateur de cloud, un fournisseur de solutions SaaS, pour pouvoir obtenir des informations sur sa cible, qui est un de ses clients de ces solutions-là. Donc avant, ils attaquaient directement le système d'information de leur cible. Maintenant, étant donné que
tout le monde externalise dans les différents clouds ces briques de système d'information, les attaquants vont aller attaquer les clouds pour pouvoir obtenir des informations. Du coup, effectivement, c'est l'intérêt d'avoir ce type de démarche et de démarche sécurité quand on est opérateur de cloud, c'est qu'on devient la cible d'attaquants parce qu'on héberge les clients. Bien sûr. Et bien sûr. du coup, ça c'est quelque chose qui se multiplie. Rien de personnel en fait. Non. Quand on attaque, quand on est attaqué, rien de personnel, c'est que c'est nos clients qui sont attaqués. Et on se considère en professionnel. Non, il n'y a rien de personnel, mais par contre, effectivement, on consolide toutes les menaces qui ciblent nos clients. Et oui, plus vous avez de clients, plus c'est dangereux. C'est ça, ça. on a le même sujet nous également, c'est qu'on voit bien que ce qu'on appelle l'éventail de risques augmente, y compris avec les typologies de clients qui deviennent aussi plus ou moins risqués. Et donc, quel type d'attaque particulièrement? Est-ce que vous êtes connu aussi, OVH, pour gérer les DDoS, par exemple, depuis très longtemps, avec une très très bonne capacité? DDoS, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les Denial of Service, c'est ça? Alors effectivement, on a toujours été, ça fait des années qu'on a une technologie au niveau infrastructure sur la gestion des DDoS, qui est complètement intégrée dans nos produits et inclus dans notre service. C'est pas un produit qu'on commercialise en plus. Après, on a effectivement un travail au quotidien pour s'assurer que toutes les machines exposées, tous les services applicatifs exposés qui permettent à nos clients d'utiliser leur plateforme sont toujours patchés et ne présentent pas de vulnérabilité. Parce qu'aujourd'hui, c'est le gros vecteur, c'est effectivement d'utiliser des failles applicatives ou de passer par les utilisateurs, c'est-à-dire attaquer nos collaborateurs pour essayer de passer par derrière. Et du coup, on travaille sur ces deux sujets. L'humain reste toujours le point. Ça, toujours très difficile à dépasser. Et Paul, nous, de notre côté, quand tu vois justement peut-être parler un peu de ce qu'on fait, les fameux pentests et autres. Alors oui, nous on a une politique de test de l'application parce qu'on s'appuie quand même très très fortement sur nos fournisseurs cloud pour avoir les DDoS. Moi j'ai effectivement de façon très régulière début d'attaque, fin d'attaque, début d'attaque, fin d'attaque. Ça c'est notre quotidien, je dirais presque en infrastructure. Et c'est vrai que ça c'est un grand confort de pouvoir s'appuyer sur ces briques-là. Et puis après, on a aussi, je dirais aujourd'hui, les évolutions sur la sécurité des personnes, sur la sécurité des mots de passe, par exemple. Ah oui, alors ça, moi j'ai beaucoup de mal, Paul, à expliquer aux gens, mais tu sais, quand il n'y aura plus de mot de passe, ça ira mieux. Les gens sont perdus, parce qu'ils disent, mais non, si tu veux sécuriser, il faut un mot de passe. Alors, explique-nous ce fameux changement de fameux OTP. Effectivement, ça c'est marrant parce que c'est tout simple à la fois, et puis je pense que ça a mis longtemps à germer dans les esprits de se dire qu'en fait, c'est mieux sécurisé quand il n'y a pas de mot de passe, parce que ça vous évite de l'écrire, ça vous évite d'avoir à le retenir, ça vous évite d'avoir des chaînes compliquées qui finalement, qui finalement arrivent sur le tableau derrière, qui est pris en photo quand vous allez quand quelqu'un va rentrer dans vos locaux. Donc finalement, il y a aujourd'hui les tokens ou les one-time passwords, donc les mots de passe qui sont générés au moment où vous voulez accéder au service. Et donc qui ne sont pas à retenir, qui sont là juste une seule fois. Et donc vous en avez pris l'habitude, parce que maintenant, dès qu'on utilise un service, vous allez tout de suite avoir on vous envoie un code par SMS par exemple, ou dans votre boîte mail, et donc là vous allez directement vous identifier, et donc on n'a pas besoin de retenir ce mot de passe, il est valide que quelques minutes, des fois quelques secondes, si on a des outils automatiques de génération de mots de passe donc on a vraiment plus besoin de mots de passe, plus besoin de les retenir. Et le OTP, le One Time Password, c'est vraiment une technologie pour justement fluidifier, simplifier pour l'utilisateur la gestion de ces mots de passe. Justement, ne plus avoir à les gérer. Donc, plus de sécurité. Voilà. Merci, messieurs. En tout cas, c'est important. Il faut souveraineté, sécurité. C'est les mots essentiels du jour. Donc merci en tout cas de vous occuper aussi de nos infras, parce que c'est grâce à vous que tout ça tourne. On l'oublie. Il y a souvent des hommes derrière et des femmes derrière les infras quand on utilise des logiciels. Voilà. Donc je voulais en tout cas aujourd'hui qu'on parle de ça, et on va revenir sur le métavers, on va voir ce qui se passe, parce que moi je suis pas comme vous, je suis très curieux parce qu'en parallèle qu'on est en train de discuter de souveraineté et de sécurité, il se passe des choses dans le Genspot Summit avec les ateliers, donc je vais aller rejoindre Benoît de Sepa pour aller voir ce qui se passe. Merci encore. Merci.